Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Alors aujourd'hui, bien sûr, je suis avec Laurent. Laurent, comment vas-tu ? Bonjour à tous. Laurent, notre expert SAV que je vais passer à la moulinette avec ma méconnaissance du SAV. Et en plus, il m'a dit un truc il y a un petit moment, il m'a dit « Mais si, on peut gagner de l'argent avec la garantie ». Alors moi, je n'y crois pas du tout, alors il va falloir me convaincre. Comment on peut gagner de l'argent avec la garantie, Laurent ? Explique-nous ça un peu, s'il te plaît. Ouais. Oui, ça semble un peu surprenant souvent quand on parle du fait de ne pas perdre d'argent avec la garantie, voire d'en gagner. La question souvent qui se cache derrière, c'est qu'est-ce que l'on appelle la garantie. Vraiment, c'est le point de départ. Quand je regarde dans différentes entreprises que j'accompagne, que je regarde les conditions de garantie, que je vais dans le détail des choses, je m'aperçois que très souvent, le cadrage de la garantie n'est pas si clair que ça. On applique souvent ce que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va tenir compte dans la garantie des pièces principalement, parfois de la main-d'œuvre et du déplacement, mais c'est plus rare, hein, c'est vraiment surtout les pièces essentiellement, et pendant une durée donnée, qui souvent est de 1 an. C'est le plus courant. Il y a parfois quelques entreprises qui vont un peu plus loin, mais c'est assez rare. La deuxième chose que je remarque, c'est que la question de la garantie est abordée sous l'angle du fournisseur. C'est-à-dire que mon fournisseur, que je sois une concession et que je revende du matériel, ou que je sois un fabricant et que j'achète différents sous-ensembles ou pièces chez d'autres fournisseurs, c'est d'appliquer les mêmes. C'est-à-dire que si on me donne 12 mois, ben je mets 12 mois. Ouais, c'est un peu dommage. Pourquoi on fait ça ? Simplement pour se dire, je couvre ce qui est couvert de mon côté. je répercute. Donc, le premier point que je viendrais souligner, c'est d'arrêter de faire comme tout le monde. La question est de se poser et de se dire quelle est la stratégie que je veux avoir sur mes services. Est-ce que je me positionne comme un service moyen de gamme, un service très bas de gamme ou un service premium ? Prenons le cas du premium, qui nous intéresse le plus, puisque l'objectif c'est quand même de tendre vers des services de meilleure qualité. Dans ces cas-là, il faut avoir une vraie stratégie de garantie et se dire finalement pourquoi je me contenterais de garantir sur 12 mois. À cause des risques, mon bon monsieur, vous allez me dire. Parce qu'évidemment, on va prendre des risques si on couvre pendant 2 ans, que nous on est couvert que pendant 1 an. Alors là, il faut revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que l'on sait de nos équipements ? Comment on les connaît ? Est-ce qu'on a une lecture claire, précise, détaillée ? Est-ce qu'on a des données factuelles sur la façon dont ils vieillissent, le nombre d'interventions que l'on fait, la typologie des problèmes qu'on a rencontrés, les pièces d'usure, les pièces mécaniques, les composants électriques ? Est-ce qu'on connaît bien leur obsolescence ? Est-ce qu'on a une lecture extrêmement précise de ce qui constitue la machine ? De la durée de vie de ces différents composants ou sous-ensembles et des pannes, des problématiques en tout cas qui ont été rencontrées. Sans ces données claires, factuelles, concrètes de la façon dont vit une machine, ce qui correspond un petit peu à la notion de cycle de vie, comment peut-on réellement construire une stratégie de garantie ? Moi, je ne vois pas. C'est prendre des risques très importants. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on minimise le risque, on réapplique la garantie qu'on nous offre et point barre. Donc, il n'y a pas de stratégie en fait. On se contente de répercuter. Donc ça, c'est le premier point. C'est d'avoir une stratégie construite sur la base d'éléments factuels. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est la façon dont on aborde la garantie. La plupart du temps, les commerciaux n'aiment pas parler de la garantie. Pas parce qu'ils ne sont pas courageux, c'est pas le sujet. Hein. C'est simplement parce que c'est toujours un peu touchy de dire, vous savez, nous, la garantie, c'est que les pièces. Hein. Si vous avez un problème, on verra. On fera au mieux. Vous inquiétez pas, monsieur le client, on va gérer. Des petites phrases comme ça, j'en ai entendu des wagons. Donc, la première des choses, si on s'est posé une stratégie claire, qu'on a décidé, par exemple, que pour se différencier de la concurrence, nous, on va garantir 24 mois au lieu de 12 mois parce qu'on connaît très très bien la machine. Derrière, on va assumer, on va écrire nos conditions de manière très claire et on va les assumer. C'est-à-dire qu'au moment de la vente, on va dire très clairement au client, voilà ce qui est pris en compte, voilà ce qui ne l'est pas au moment de la vente. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, on évite que le SAV se récupère des patates chaudes. Okay ? Parce que c'est très facile de dire, vous inquiétez pas, le jour où vous avez un problème, on s'occupe de tout. Et puis ensuite, le jour où il y a un problème, on revient en condition de garantie, on dit, ça, désolé, c'est pas dedans. Donc le SAV est en première ligne pour dire, désolé, c'est pas dedans, et se prend une deuxième fois la foudre.
Il se les prend une première fois parce que le client a un problème, et il se la prend une deuxième fois parce que les conditions de garantie n'ont pas été claires. Le SAV, c'est pas un espace pour prendre la foudre. C'est pas un paratonnerre, le SAV. Le SAV, c'est un espace qui rend service à des clients. Okay, donc, il y a énormément de valeur. Un paratonnerre, ça fait juste que de dévier la foudre, hein, plutôt que ça a comme intérêt. Donc, je vois pas l'esprit du SAV là derrière. Donc, c'est simple. On pose clairement une stratégie et deux, on affirme nos conditions. On n'écrit pas des petites lignes, on met en gras les exclusions dans nos conditions générales de vente, okay, de manière à ce qu'elles soient clairement posées. On parle franc et direct et honnête à nos clients. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que quand tu parles de ça, cette garantie haut de gamme, ce service haut de gamme, la stratégie, c'est que c'est une garantie payante? Mmh. La question que je me pose derrière, c'est il y a la garantie légale sur tous les produits qu'on vend, Allez, qui est imposée par la loi, il me semble, si je oui. raconte pas de bêtises. Est-ce qu'on peut aussi, nous, ramener à dire, bah, nous, on garantit sur 3 ans, mais par contre, c'est une garantie payante. C'est autorisé, ça, ou pas? Alors, je vais le dire autrement. Mais pour répondre clairement à ta question, en gros, il y a 3 familles de garanties. On a la garantie des vices cachés. Celle-ci, elle est indéboulonnable. Elle est due pour tous les équipements. Elle est à vie. On ne peut pas l'exclure dans nos conditions générales de vente. C'est pour tout le monde la même chose. Et pour faire très simple, quelqu'un qui s'aperçoit d'un vice caché a 2 ans pour le signaler à son fournisseur à partir du moment où il le découvre. Okay. Et elle est non discutable. Elle doit être assumée. On a une deuxième famille de garanties qui ne concerne que les consommateurs, qui est dans le code de la consommation, qui est la garantie de conformité. C'est-à-dire, donc ça ne concerne que les entreprises qui vendent à du grand public, à du particulier ou du quasi-particulier. Parfois, certains artisans peuvent être considérés comme des particuliers, ça dépend de leur activité. Mais dans ces conditions-là, la condition de conformité, c'est en gros, vous avez dit que le matériel faisait ceci, cela, il doit faire ceci, cela. S'il ne le fait pas, le consommateur, dans ce cas-là, peut se retourner contre vous et vous devez traiter. La troisième famille de garanties, c'est la garantie, on va dire, de gré à gré. Donc, en dehors de ces 2 garanties-là qui sont régies par des codes, le code du commerce et le code de la consommation, le reste, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est juste une histoire de se mettre d'accord. Bien sûr, il y a quelque chose qui va jouer, ce sont les us et coutumes d'un métier, d'un secteur d'activité. On peut rarement sortir totalement des us et coutumes. En revanche, on peut faire mieux. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est moins. Mais mieux, on peut. Et c'est là où rentre la notion de contrat. D'abord, dans cette partie-là, la garantie, c'est bien un contrat. C'est bien, effectivement, un accord que je vais négocier au moment de la vente, où le client peut dire, mais moi, j'aimerais bien que la garantie, elle soit de 24 mois et pas de 12 mois. On peut très bien le dire. Dans ces cas-là, si j'ai pas posé clairement, ce que je disais en préambule, si j'ai pas posé clairement une stratégie, si je sais pas exactement ce qui rentre dedans, ce que je suis capable de faire, jusqu'où j'ai envie d'aller, comment ça s'accroche, ça se greffe à ma stratégie globale, à ma stratégie de développement, de croissance, eh bien là, on est un peu perdu. Donc, il faut prendre le temps une fois qu'on a bien défini, de se dire qu'est-ce qui finalement a besoin d'être couvert au-delà du minimum de nos us et coutumes. Imaginons que ce soit 12 mois, qui est le plus répandu. Au-delà de ça, le client a besoin de quel type de couverture? Souvent, la couverture qui est nécessaire, c'est de gérer certaines pièces critiques, certains sous-ensembles critiques. C'est d'éviter, sous une forme ou sous une autre, un arrêt de production, parce que sinon, il y a des pertes d'exploitation qui peuvent être très importantes. Donc, ce qui est en sous-texte dans ce que je dis, c'est que la garantie, c'est une assurance. Okay. Et donc, il faut la penser comme un contrat d'assurance. Sur quoi nos clients veulent être couverts. Et bien, une fois que ça, vous l'avez compris, vous regardez segment par segment d'activité, vous pouvez construire des contrats d'extension de garantie qui, eux, pourront être monétisables et à la hauteur du risque qu'ils couvrent. Okay. Pour le dire autrement, ça permet de penser des revenus complémentaires qui sont décorrélés d'un coût plus une marge. Okay. Puisqu'on est dans la notion de risque, on est dans la question d'économie de risque. Et donc, une économie de risque, ça se partage. Les revenus qu'on en reprend se partagent entre celui qui couvre et celui qui bénéficie de la garantie. Pour être plus clair, on peut faire des contrats d'extension de garantie où le risque est mutualisé sur l'ensemble des clients que l'on peut avoir. Et donc,
Ça va être un montant annuel, trimestriel. La temporalité, c'est juste une façon de présenter les choses. Mais disons un montant annuel qui sera plus facilement accepté par nos clients à la hauteur du risque qu'on protège. Plus le risque est important pour un client, plus il est dramatique en termes de conséquences, plus votre client aura envie d'être protégé de ce risque. Donc vous voyez, ça se pense vraiment comme une garantie. C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc ça, c'est pour les extensions. C'est ce qui permet d'augmenter les revenus qu'on peut générer. Pour faire un tout petit pas en arrière, revenons sur comment on peut gagner sur la garantie existante. Quand j'ai interrogé les entreprises, un paquet d'entreprises, quand j'ai démarré mon activité il y a presque 15 ans, j'ai constaté une chose. Environ 85% des entreprises ont déclaré perdre de l'argent avec la garantie. Donc, ça veut dire que 15% d'entre elles en gagnent. Et ça a été intéressant à creuser. Et quand j'ai regardé un petit peu le pourquoi, ce qu'il y avait derrière, notamment dans les audits et les accompagnements que j'ai pu faire, il en ressort que il y a une première chose qui doit être systématique et qui n'est pas si fréquente que ça. C'est qu'une partie du budget des ventes de machines doit être affectée au chiffre d'affaires du SAV. Je m'explique. Quand je vends une machine 100 000 euros, eh bien, je devrais systématiquement prendre un pourcentage de ces 100 000 euros pour les affecter au budget du SAV l'année prochaine. Imaginons que je vends en 2025 une machine 100 000 euros. Eh bien, prenons 5% de ces 5 000 euros, des 100 000 euros, pardon. Donc, ces 5 000 euros sont reversés au SAV dans son budget. Pourquoi ? Parce que après la garantie, ou pendant la garantie, il va y avoir des interventions. Alors, pas sur toutes les machines, mais il va y avoir forcément un petit peu de dépannage, peut-être quelques petits réglages, peut-être quelques visites pour réexpliquer à l'utilisateur certains points ou réadapter certains sujets parce qu'on n'a pas tout à fait compris le contexte. Il peut y avoir mille raisons. Ces coûts-là, on peut les anticiper puisqu'on les connaît. On sait qu'on a vendu une machine. Donc on sait combien de machines on a vendues, donc combien de fois on a une potentialité d'intervention. Il faut donc prendre un budget sur cette vente et l'affecter au SAV. Donc le SAV va se retrouver avec un budget de garantie. Et ensuite, faire le SAV, c'est optimiser ce budget. Donc si je résume, en gros, là où tu peux au mieux ne pas perdre de l'argent et... Enfin non, on va dire au pire ne pas perdre de l'argent et au mieux faire un peu d'argent, c'est que tu crées en fait tes garanties toi-même selon l'historique des machines que tu as, c'est ça ? Exactement. Alors maintenant, moi j'ai une question pour toi, c'est que je reçois une machine toute neuve, c'est la première fois qu'elle arrive sur le marché. Je veux pas pouvoir vendre mes 24 mois de garantie avec main-d'œuvre inclus, déplacement, le truc de fou génial que tout le monde veut avoir. Là aussi, on est encore sur une question de risque. Plus la machine est neuve, plus elle est récente, plus je prends un risque, puisque je ne connais pas son évolution. Alors, la première chose, c'est quel est mon niveau de confiance dans la conception ? Est-ce que c'est un prototype qui n'a pas été fortement testé, donc je prends énormément de risques si je le couvre longtemps ? Ou est-ce que c'est quand même une machine où on a des process de prototypage, de validation sur le terrain, etc., qui font qu'on est un peu plus en sécurité ? Là, ça va dépendre de chaque fabricant, de chaque distributeur ou loueur sur le sujet. Comme c'est une logique d'assurance, c'est donc une logique de probabilité. Sur un matériel neuf, là aussi, ça va dépendre de ma connaissance du secteur, de ma connaissance des technologies qui sont impliquées dans cette machine. Je vais donc poser un certain nombre de probabilités. Je vais faire du calcul probabiliste, très simple. Si je vends 50 machines de cette catégorie-là qui sont neuves, quelle est la probabilité que X% tombent en panne ? Quelle est la probabilité que ces pannes soient de telle hauteur de gravité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple, et combien ça va me coûter, combien coûte un déplacement en moyenne, selon que je vende uniquement dans un pays, que je vende dans plusieurs pays, seulement sur une région. Donc tout ça, évidemment, va rentrer en ligne de compte. Et je peux faire quelques projections. Et ensuite, je vais décider quelle est la dose de risque que je prends. Premier morceau, ça, c'est pour calculer le risque d'intervention que je peux avoir, anticiper la charge de travail que je peux avoir en lançant cette nouvelle gamme de machines. Deuxième niveau de calcul, en tout cas de réflexion, c'est de se dire, OK, je vais prendre un pourcentage. Alors, je conseille de prendre entre 2 et 7% du prix de vente.
parce que c'est le montant moyen que coûte une garantie quand le matériel est neuf, quand on ne sait pas d'où on part. Donc, on fait une probabilité de dire, bah, je vais prendre peut-être 3, 4, 5% de mes... Alors, je reprends l'exemple d'une machine à 100 000 euros. Je vais prendre 5% de ces 100 000 euros et ce sera mon budget garanti pour l'année suivante. Donc, je pars avec un budget prédéfini. Je ne pars pas à l'aveuglette et j'ai donc fait une provision. Donc, quand les coûts vont arriver, un, ce n'est pas une mauvaise surprise parce que je l'ai anticipé. Et deux, je vais pouvoir mesurer les écarts entre ce que j'ai prévu, la prévision que j'ai faite, les probabilités que j'ai calculées et la réalité, de manière à apprendre et à affiner aussi ma façon de calculer les probabilités sur de nouveaux équipements et puis de vérifier si la machine est aussi fiable que je le pensais ou pas. D'accord, je vois. Ça a du sens. C'est quoi la différence entre un contrat de maintenance, moi que je connais un petit peu, qui est de plus en plus présent dans mon secteur, et une garantie? Est-ce que c'est pas un peu la même chose? Alors, il y a des points similaires. C'est-à-dire que quand un client choisit de signer un contrat, que ce soit un contrat de garantie ou d'extension de garantie ou un contrat de maintenance ou un contrat de prestation de service associé à son équipement, c'est qu'il va décider d'externaliser une partie de la capacité productive de mon équipement chez nous, chez le fournisseur. En fait, il vient acheter le fait que son équipement va tourner, en tout cas qu'on va lui garantir que son équipement va tourner et il sera en panne le moins souvent possible et le moins longtemps possible. Et aussi qu'on va lui garantir la disponibilité des pièces de rechange un certain temps, puisque c'est quand même un des enjeux très importants, notamment quand on a de l'électronique dans les équipements. Donc la question qui est derrière, c'est finalement, un contrat est un contrat. Que ce soit une extension de garantie, que ce soit une prestation de service lambda, c'est la même chose. C'est donc du gré à gré, c'est donc de l'accord. On se met d'accord sur des conditions. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et ça sous-entend qu'on a pris le temps d'une discussion un petit peu plus stratégique, de sortir un petit peu de simplement de la transaction de la vente, mais de se dire quels sont les enjeux de mon client. Produire, garantir que lui-même tiendra ses promesses vis-à-vis de ses propres clients, faire en sorte que ses équipes soient à l'aise sur l'équipement, apprécient l'équipement, travaillent dans les meilleures conditions possibles, s'assurer d'avoir les consommables et les pièces en temps et en heure, minimiser son stock de son côté, par exemple, pour faire simple, pour résumer. Eh bien, la question, c'est comment moi, fournisseur, que je sois fabricant ou distributeur, comment je lui garantis ça? À quelle hauteur? L'enjeu, c'est de ne pas faire des contrats qui ne soient pas très, très, très pointus et très précis sur les besoins réels de nos clients par segment, par grand segment d'usage, d'utilisation. Que ce soit un contrat de garantie ou que ce soit un contrat de prestation, la logique est exactement la même. La nuance avec la garantie, c'est qu'on va un petit peu plus loin parce qu'on prend en charge. Okay, la différence principale, c'est celle-ci, c'est que le client paye certes un certain montant, mais si jamais ce montant est dépassé, c'est le fournisseur qui prend en charge. Et ça, c'est une très grosse différence. La hauteur de risque est un peu plus élevée. Donc, il faut être un petit peu plus sûr de ce que l'on fait. D'où tout ce que je disais tout à l'heure sur la connaissance des machines, mais aussi sur la connaissance de ses clients, des activités de nos clients. C'est très important. Ah, donc quand on arrive à là, t'as déjà appliqué tout ce qu'on a raconté avant dans tous les autres épisodes, parce que sinon t'es cramé direct. C'est clair. Il y a besoin d'avoir fait un peu ce travail-là, c'est clair. Alors moi j'ai une question pour toi. Lundi, il y a un copain à moi qui m'a appelé dans le domaine agricole et il m'a dit qu'est-ce que tu penses? Moi je voudrais vendre un contrat de maintenance. C'est pour ça que je parlais de ça. Sauf que le problème que j'ai, c'est que les gens ne veulent pas payer ça. Parce qu'il vend un produit d'irrigation, donc c'est utilisé très peu de mois dans l'année. Et donc, bien sûr, son contrat de maintenance, c'est comme un abonnement qui tombe tous les mois. Et donc, les clients disent deux choses. La première, c'est qu'ils veulent pas payer pour un truc qu'ils vont pas utiliser au moins 9 mois dans l'année, parce que pour eux, ça sert à rien. Et puis deux, bah, j'ai jamais eu de problème les 3 dernières années. J'ai jamais entretenu mon truc. Bah, je m'en fous, moi je vais pas payer un truc alors que ça tombe jamais en panne. Sauf que lui, de son côté, il voit très bien que chaque année, il va faire des réparations en urgence, parce que quand t'as pas d'irrigation, c'est quand même super grave. Si tu veux pas arroser des fois pendant une journée tes pommes de terre ou je sais pas quoi, des fois tu perds juste ta culture, c'est pur et simple. Donc ça coûte énormément d'argent. Et donc en fait, les gens,
ne sont pas prêts à payer pour éviter ça parce que, enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la vision court-termiste, c'est que bah, je préfère payer 5 000 € une fois, mais sans trop y penser. En fait, ça me tombe sur le coin de la tête et bah voilà, c'est tout. Et quoique des fois, j'assume pas, je vais pas être content et tout. Plutôt que de payer un tout petit peu chaque mois, mais en se disant, bah, je paye pour rien, quoi. En gros, donc contrat de maintenance, contrat de garantie, demain, ok, tu as mis ça en place et tout, tu as ta stratégie. Comment tu peux vendre ça ou le faire accepter ou ouais, si, le vendre au client parce que c'est ça là. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que cette personne a vécu quoi? Parce qu'il lui en plus ça lui il a vraiment la notion de rendre service à ses clients pour éviter qu'il soit dans la panade et en plus lui ça lui permet de lisser sa charge SAV parce que dans l'irrigation bah, en saison tu pourrais travailler 48 heures par jour et puis en hiver bah, les mecs ils s'emmerdent quoi. Et donc c'est pour être gagnant-gagnant partout sauf que en fait ce truc personne ne peut l'acheter. En fait, alors, ce que tu décris dans l'irrigation, on le retrouve un peu partout, hein, dans tous les métiers. À partir du moment où il y a une production et qu'il y a un arrêt de production et qu'il ne faut pas que ça s'arrête, très clairement, on retrouve exactement les mêmes contraintes, hein, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres métiers. La question qui est derrière, c'est qu'il y a deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, c'est de penser que tous les clients ont le même besoin. Ça, c'est une erreur fondamentale. Tous les clients n'ont pas le même besoin. Vos clients doivent être systématiquement découpés, je le dis souvent d'ailleurs, hein, découpés par usage, la façon dont ils utilisent les équipements. Et là, vous devez faire des segments. Il faut les regrouper par usage. C'est la première des choses parce que les besoins ne sont pas les mêmes et donc les besoins en contrat ne seront pas les mêmes. La deuxième erreur qui est souvent faite, c'est qu'on fait les contrats qu'on sait faire. On conçoit nos contrats et on met dans le contenu du contrat ce qu'on est capable de faire ou ce qu'on pense qui doit être fait. Dans les deux cas, on se trompe. Un contrat ne doit pas être construit sur ce que vous savez faire. Un contrat doit être construit sur ce que le client, ce sur quoi le client focalise le plus, ce dont il a le plus peur. Un arrêt de production, des pertes d'exploitation, le fait de ne pas pouvoir livrer tel ou tel produit, le fait de ne pas pouvoir récolter tel ou tel produit, le fait de ne pas pouvoir réaliser sa propre activité dans les meilleures conditions possibles. C'est de ça dont il a peur. Et donc, c'est ce à quoi il faut pallier. Souvent, ce que tu décris, je l'entends très souvent sur les préventifs. On me dit oui, mais Laurent, on a conçu des contrats préventifs, les clients n'en veulent pas. Évidemment. Évidemment qu'ils n'en veulent pas. On vient les voir pour leur dire si jamais il y avait un problème qui soit lié à l'entretien, eh bien, normalement, ce problème ne devrait pas arriver. Enfin, normalement. Enfin, peut-être qu'il arrivera quand même, mais normalement, non, hein, parce qu'on fait l'entretien. Je suis pas sûr que ça permette de supprimer la peur. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Non, parce que évidemment qu'un client se dit, mais moi je laisse la machine tourner, ça fait 3 ans qu'elle tourne, il n'y a jamais de problème, pourquoi tu veux que je te paye un contrat? Côté fabricant, côté distributeur, on voit bien tous les intérêts d'avoir un contrat. Ça lisse la charge, ça permet d'anticiper les commandes de pièces, ça permet de savoir à quel moment j'ai besoin de qui, quoi, d'organiser des tournées, d'avoir aussi un flux financier régulier. Donc, les intérêts côté fabricant sont très évidents et très importants. Bien que j'ai rencontré quelques entreprises qui avaient encore du mal à le comprendre, hein, à se dire que c'était le point clé sur lequel il fallait développer l'activité service. Parce qu'en face, apparaît tout ce qu'on vient d'aborder. C'est pas si simple à vendre que ça, des contrats. Ce n'est pas si simple parce que c'est pas forcément bien conçu. C'est à la conception qu'il faut revenir. Et puis, j'ajouterai un petit point subsidiaire. C'est que pour vendre des contrats, il faut préparer le terrain. Si vous avez habitué, j'en ai parlé souvent ça, vos clients à la gratuité du SAV, si le service, vous les avez vraiment bien éduqués à ce que ce soit gratuit, ne soyez pas surpris que ce soit si difficile derrière de leur dire « Hop, désolé, maintenant c'est payant, il va falloir payer un petit truc. » Okay. Donc, pour aller de l'un à l'autre, de gratuit à payant, il y a quelques étapes à franchir. Ça prend un petit peu de temps. Donc en gros, si je comprends bien, vaut mieux aller rencontrer ses clients, leur poser des questions, discuter avec eux, sans leur dire bah, je veux faire un contrat, de quoi tu as besoin, c'est plutôt voilà,
en fait, s'occuper d'eux et comprendre leurs besoins réels et factuels. Et je crois que tu l'avais dit une fois, hein, c'était que tous les services que tu vas proposer à tes clients doivent être construits conjointement avec le client, n'est-ce pas? Ouais, c'est fondamental de co-construire. Fondamental. Mais pour co-construire, il faut vraiment s'intéresser à eux. Et c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Tous les patrons de SAV que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré beaucoup, euh, clairement, ils sont orientés vers les clients. Ils sont centrés sur les clients. Mais c'est pas parce que le responsable de l'activité service est centré sur les clients que toute l'entreprise est réellement centrée sur les clients. On en parle beaucoup, on le met beaucoup en avant, mais on oublie ce que ça implique. Et un élément fort que ça implique, c'est d'aller réellement les écouter. C'est-à-dire, écouter un client, ça veut dire ne pas venir lui vendre quelque chose. Et c'est pas évident, parce que souvent, pour écouter les clients, on envoie qui? Les commerciaux. Et les commerciaux, ils ont une habitude, hein, c'est de vendre des choses à des clients. C'est en même temps, c'est un peu pour ça qu'on les a embauchés. Et c'est ce qu'on leur demande tous les jours. Donc, la posture d'aller questionner un client pour comprendre ses enjeux stratégiques, comprendre ses besoins fondamentaux, comprendre les freins, les épines qui le polluent tous les jours, au-delà de la machine ou de l'équipement qu'on lui propose, ça demande quand même une certaine posture, un certain positionnement. Tous les commerciaux ne sont pas forcément prêts à le faire, ou en tout cas à le faire de la bonne manière. Tous les responsables SAV, ou en tout cas coordinateurs, en tout cas les personnes impliquées dans les SAV, ne sont pas forcément non plus formés à le faire. Donc ça se prépare. Ça se prépare, ça peut se faire avec une aide extérieure, ça peut se faire en interne aussi, simplement en ayant réfléchi à la question et en ayant construit un peu une approche. Et ça ne s'improvise pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que la même personne qui m'a appelé lundi avait dit un jour sur LinkedIn ouais, le bon SAV, c'est celui qui répare le plus vite et qui est là le dimanche et tout, machin, sur qui on peut compter. Et moi, je lui avais dit, est-ce que c'est vraiment ça le bon SAV d'être toujours là, d'aller éteindre les feux? Et cette personne-là, elle avait dit un bon SAV, c'est celui qui t'appelle sans rien te vendre pour savoir comment ça va, le business, comment il tourne et tout. Et du coup, il lui avait dit quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as appelé un client sans rien vouloir lui vendre? Et là, j'avais dit, la vache. Ouais. Voilà, donc c'est ce que tu vas, c'est un peu ce que tu vas te dire, quoi. C'est clair, c'est clair. Ce que tu abordes pour vous ce petit morceau, c'est que tu abordes la question de la proactivité, in fine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SAV a tendance à attendre qu'on l'appelle. Okay, c'est normal, il a un peu été conçu comme ça au départ. Mais c'est plus du tout ce qu'on en attend. Le SAV pompier qui vient, qui fait vite, est un SAV qui se précipite. Et ça finit par être un SAV qui coûte beaucoup d'argent. C'est pas ça l'enjeu. Un SAV, c'est ce qui fonctionne. Un bon SAV. Alors, un des critères d'un bon SAV, parce qu'il y a beaucoup de critères, mais je vais en souligner un par rapport à ce que tu dis, c'est intervenir au juste moment selon les clients qui sont en face. Le juste moment. Et le juste moment, c'est pas forcément dans les 4 heures. On en parlait il y a pas longtemps. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise qui utilise la garantie comme un levier commercial, avec peut-être un Ouais. exemple de contrat pour nous donner concrètement à quoi ça peut ressembler? Ouais. Alors, je peux donner un exemple d'entreprise qui donc sans la citer, mais qui est dans une activité à la fois industrielle et TP, qui touche un peu les deux, sur des équipements donc différents. La construction que l'on a menée dans la réflexion, ça a été d'aller chercher vraiment dans le détail ce dont les clients se plaignaient le plus. Donc, on a regardé un peu ce qui se passait en interne, toute l'information qu'on avait déjà. On est allé interroger un certain nombre de clients pour comprendre en fait quels étaient leurs vrais enjeux autour des équipements, que ce soit du process industriel ou que ce soit des équipements sur des chantiers. Et une fois qu'on a clarifié ça, on a regardé les points communs et on a construit une proposition de garantie, on a construit une proposition de contrat de prestation. Alors, il y a eu plusieurs contrats de prestation avec des niveaux différents. On a abouti au résultat suivant, c'est qu'on a réduit le nombre d'interventions sous garantie en ayant amélioré le point de départ, c'est-à-dire l'installation, la mise en route, la formation des opérateurs, parce que c'était un des sujets qui disait qu'il y avait beaucoup de garanties. Il y avait beaucoup d'interventions et beaucoup d'appels au support. La deuxième chose que l'on a fait, c'est qu'on a permis à ce qu'une partie du support soit financée. C'est-à-dire que les appels
qui ne se vendent pas. On ne peut pas vendre facilement. Il y a quelques métiers où c'est possible, mais c'est très rare. Du temps passé au téléphone. Donc, on l'a fait autrement. Et donc, on a inclus une partie de ce temps-là dans des contrats. Donc, ce qui a permis de le financer. Donc, ce qui a permis d'augmenter le nombre de personnes au support. Donc, d'améliorer la qualité du support. En ayant plusieurs activités et en étant capable de répondre à plus d'appels, à plus de demandes à la fois. Troisième point sur lequel on a travaillé sur la façon dont les contrats étaient proposés. Donc, on a accompagné, j'ai formé les commerciaux à vendre la prestation de service. C'est pas tout à fait la même chose que de vendre des équipements. Tous les commerciaux ne savent pas le faire, et c'est normal. Ils n'ont pas été formés pour. Donc, on les a accompagnés et notamment à parler très tôt de la garantie, à assumer la stratégie qu'on avait mis en place. Et ça a permis de faire en sorte. Donc, comment on a gagné sur la garantie en réduisant les coûts. Okay, la garantie a coûté beaucoup moins. Donc, ça a permis d'augmenter la marge globale. Et dernier point, sur les contrats de prestation de services qu'on a proposés, comme ils sont adaptés à un certain nombre de segments, à chaque segment, on est passé d'environ 4 à 5% de clients sous contrat à environ entre 32 et 33% de clients sous contrat. Ah oui. Donc, on voit bien que on imagine bien, et tout ça en 2 ans, on imagine bien que la rentabilité qui est derrière est forcément fortement améliorée. Très fortement améliorée. Si je devais conclure en une phrase, un client fidèle est un client sous contrat. Là, il a lâché le micro, Laurent. Voilà. Allez. Bonne journée. D'accord. Encore une fois, ça a du sens. Hein. Ça se comprend. Ouais. Quand t'es dans le business, c'est sûr que quand tu arrives à contractualiser avec un client, oui, il revient, surtout quand tu le sers encore plus correctement. Ok, on va s'arrêter là, du coup. C'était super passionnant, encore une fois. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Laurent, pour une fois. Bien. Posez-vous simplement la question de vous dire finalement, et c'est une question récurrente, que ce soit lié à la garantie, au contrat et à tout le reste, de quoi mes clients ont réellement besoin. Allez. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. À lundi prochain. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Bella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!